Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir parler aujourd'hui de l'infectiologie et d'un thème qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Oui. Je profite de l'occasion pour saluer mes maîtres d'ici, du Sénégal, où j'ai eu l'opportunité de me faire former en infectiologie au CHNU FAN de Dakar par le biais de l'Université Cheikh Anta Diop. Mes remerciements vont à l'endroit de tout le personnel de ce service de maladies infectieuses qui a à sa tête le professeur Moussa Seidi et le professeur Cheikh Tidiane Dou. Vous me parlez tantôt de l'infectiologie, en quoi cela consiste. Il s'agit d'une branche médicale, je dirais plutôt une spécialité médicale qui s'occupe de tout ce qui est maladies infectieuses et tropicales. Et qui parle de maladies infectieuses dit des maladies causées par des bactéries, des parasites, des virus et des champignons et parfois même des prions. Le sujet dont nous aurons à parler aujourd'hui est relatif à la résistance de ces bactéries. Il faut dire qu'en infectiologie, il y a des maladies d'origine bactérienne. Et c'est de ces maladies, des bactéries qu'on parlera aujourd'hui, notamment sous leur angle de leur capacité à pouvoir développer des résistances par rapport aux antibiotiques que nous avions l'habitude d'utiliser pour les éliminer. Je vais être simple dans cette approche. Dans un premier temps, je vais parler du monde du vivant. Le vivant, naturellement, a la propriété de développer des mécanismes qui lui permettent d'échapper au risque. Je vous donne un exemple très simple. Ici où nous sommes en train de faire l'interview, vous verrez qu'il suffit que quelqu'un rentre ici avec une mitrailleuse, que vous verrez une débandade ici. C'est un mécanisme de résistance. Et les bactéries appartenant au monde du vivant développent aussi ce mécanisme de résistance. En tant qu'homme, si quelqu'un rentre ici avec une mitrailleuse, l'une des stratégies, c'est peut-être de fuir de cette salle. Ça s'appelle l'évitement. Une autre stratégie, c'est peut-être d'attaquer le porteur d'armes et de le neutraliser. C'est aussi une autre stratégie. Une autre stratégie, peut-être, c'est de casser ce mur, parce que cette porte est ouverte, est fermée, c'est de casser ce mur et d'y passer. De la même façon, les bactéries appartenant au monde des vivants, ils disposent d'un certain nombre de mécanismes pour échapper aux antibiotiques que nous avions l'habitude de mettre sur eux. Ils ont des mécanismes simples. D'autres ont des coques, des parois externes très dures. D'autres fabriquent des systèmes de pores qui leur permettent de ressortir la quantité d'antibiotiques qui s'est cachée à l'intérieur de leurs cellules. Donc, c'est vous dire qu'il y a autant de mécanismes qu'il peut y avoir pour permettre à cette bactérie de pouvoir résister aux antibiotiques. Il y a même d'autres qui peuvent transférer cette résistance d'une bactérie à une autre. Pour vous dire que c'est autant d'éléments que les bactéries, en tant qu'éléments appartenant au monde du vivant, développent pour résister aux antibiotiques, aux médicaments que nous avions l'habitude d'utiliser pour les tuer. Ils s'adaptent facilement. Je vous disais tantôt que la première étape, c'est la nature même du vivant qui consiste à pouvoir pérenniser l'espèce. Vous comprenez? Oui. Il a fait très frais à Dakar ces derniers jours. Naturellement, je vous vois en pull vert. Exactement. Les bactéries aussi, parce que les antibiotiques constituent une menace pour eux, comme le froid est une menace pour vous. Ils peuvent mettre des arsenaux du type pull vert pour résister aux antibiotiques. Voilà. Donc, voilà l'un des mécanismes. Un autre type de mécanisme, c'est qu'ils peuvent développer des gènes de mutation. C'est-à-dire, pour qu'un antibiotique puisse rentrer,
pouvoir pénétrer une bactérie, il a l'habitude de cibler de passer par une cible spécifique au niveau de la paroi bactérienne. Qu'est-ce que fait la bactérie? La bactérie change la configuration de cette cible. C'est comme la clé de cette porte. Il faut que la serrure ait une configuration pour que votre clé puisse entrer. Imaginez que la serrure s'inverse. Est-ce que votre clé amenée dans la même direction peut toujours y rentrer? Non, la bactérie fait la même chose. Au-delà de ce mécanisme, j'ai parlé du pullover, il se revêt d'une coque pour résister. Il peut changer de configuration externe pour que l'antibiotique ne puisse pas entrer. Mais il peut aussi, une fois avoir développé ce mécanisme de résistance, le transmettre à des bactéries du même genre ou de la même espèce. Ce qui donne lieu à des résistances croisées dans la même famille d'antibiotiques. C'est le vivant. Vous-même, quand vous avez un enfant et qu'il fait frais, vous lui dites, écoutez, portez un pullover pour ne pas mourir de froid. Donc vous avez fait une transmission générationnelle du mécanisme de résistance par rapport au froid. Les bactéries aussi le font. C'est ça la magie du monde du vivant. Vous abordez un versant très important de la résistance. Je viens tantôt de vous parler de la résistance acquise. C'est ce mécanisme de résistance que la bactérie acquiert en face d'un agresseur que constitue l'antibiotique. Il y a les résistances naturelles. Les bactéries ont des résistances naturelles. Par exemple, les bactéries de la flore du milieu digestif sont appelées par le grand groupe des entérobactéries. Et ils ont plusieurs groupes. Toujours à l'intérieur de cette famille des entérobactéries, on a plusieurs groupes. En fonction des groupes, il y a des antibiotiques qui naturellement ne marchent pas sur. Qu'il ait acquis la résistance ou pas, il y a des antibiotiques qui naturellement ne marchent pas sur certaines catégories de bactéries. Et ça, le prescripteur d'antibiotiques doit pouvoir être au courant de ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certaines bactéries ont des résistances naturelles qui font que tel antibiotique ne peut pas marcher sur elles. Parce que déjà dans leur configuration génétique, la bactérie n'a pas l'orifice qui puisse lui permettre de passer. La bactérie n'a pas l'orifice par laquelle, l'antibiotique n'a pas l'orifice par laquelle il peut passer pour pouvoir atteindre la bactérie. Je vous ai parlé de la clé et de la serrure tout à l'heure. Si vous venez ici avec une clé plus grande que cette serrure, ça ne peut pas entrer. Donc il y a des bactéries naturellement qui ont déjà cette configuration qui font que certaines catégories d'antibiotiques ne peuvent pas marcher sur elles. Donc ça c'est la résistance naturelle. Il y a de l'autre côté la résistance acquise que les bactéries acquièrent au fur et à mesure qu'on exerce une grande pression d'antibiotiques sur elles. C'est-à-dire, vous avez une bactérie qui doit répondre à la pénicilline par exemple. Vous venez de me dire tantôt que Fleming avait découvert la pénicilline dans les années 1940. Et vous imaginez qu'une bactérie qui doit en principe être tuée par la pénicilline, je viens lui donner un antibiotique qu'on a découvert dans les années 83 ou 90, une céphalosporine de 3e génération en termes trop techniques, je viens lui donner ça. Ça veut dire quoi? J'ai pris une bazooka pour tuer une mouche. Je peux le faire une première fois, mais l'autre fois, la bactérie va développer un mécanisme peut-être pour éviter la bazooka. Il peut développer un mécanisme d'évitement pour échapper à la bazooka. D'où la nécessité d'utiliser le bon antibiotique pour la bonne bactérie. De l'utiliser à bonne dose, de l'utiliser aussi pour la durée qu'il faut. Le plus important, ce n'est pas... D'abord, le plus important, c'est d'avoir identifié le bon antibiotique, mais une chose aussi est de l'utiliser au bon rythme. S'il faut le donner 2 fois par jour, toutes les 12 heures, et que vous le donnez 2 fois par jour, toutes les 18 heures, vous l'avez mal utilisé. Les 6 heures de temps pendant lesquelles vous n'avez pas donné, la bactérie en profite pour développer des mécanismes pour que quand vous l'ameniez peut-être 18 heures,
6 heures de temps après, qu'il puisse éviter l'antibiotique. Vous comprenez un peu avec moi? Okay. Voilà, c'est comme vous faites quelque chose ici, votre père veut vous taper. La porte est ouverte. Qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez avant que votre père n'arrive. C'est aussi ça. Oui, bon, c'est les deux grandes catégories de résistance. À l'intérieur de chacune de ces grandes catégories, il y a des mécanismes divers sur lesquels je ne vais pas m'éterniser ici, puisqu'il ne faut pas complexifier le problème. L'objectif de cet entretien, c'est de délivrer un message à l'intention commun des mortels, afin qu'aujourd'hui, on puisse prendre tous conscience du risque que nous courons en utilisant mal les antibiotiques, tant dans la médecine humaine, en utilisant mal les antibiotiques dans la médecine animale et en utilisant mal les antibiotiques dans le monde végétal. Aujourd'hui, je peux vous dire que le problème de la résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème de portée mondiale. Au point où les grands groupes internationaux ont tenu des réunions, des comités internationaux afin de pouvoir identifier les stratégies et les moyens, les méthodes idoines pour pouvoir en faire face. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui se préoccupe réellement aujourd'hui du problème que constitue la résistance des bactéries aux antibiotiques. Il y a le G7 et le G20 qui se sont rassemblés aussi à cause de ce problème de résistance des bactéries aux antibiotiques. Il y a en août dernier à Kampala, en Ouganda, l'Alliance africaine contre le sepsis. Le sepsis, c'est une infection généralisée qui peut être due parfois à des bactéries multirésistantes. Et il y a eu aujourd'hui l'Alliance africaine contre le sepsis qui a eu lieu en août 2017 à Kampala pour vous dire qu'il y a beaucoup de mouvements internationaux qui se développent aujourd'hui pour pouvoir faire face à la résistance des bactéries aux antibiotiques. Pourquoi? Pourquoi tout ce mouvement international? Parce que si nous ne faisons rien par rapport à la résistance des bactéries aux antibiotiques, nous risquons de tomber à l'ère pré-antibiotique, l'ère avant Fleming, où quiconque avait une infection bactérienne courait le risque d'en mourir. J'ai déjà vu dans des hôpitaux européens des gens qui avaient une infection bactérienne multirésistante sur des plaies qui se sont surinfectées, et dans ce monde occidental où on connaît tout l'arsenal antibiotique, on n'a pu trouver aucune solution antibiotique. On a fini par amputer ce membre à cause de cet ulcère qui s'était compliqué par une bactérie multirésistante. On a eu pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 ans la première épidémie due à des bactéries multirésistantes en Inde. Et le même risque, nous le courons en Afrique si nous ne faisons rien. D'où l'intérêt de pouvoir trouver une approche holistique, une approche intégrée que nous appelons aujourd'hui le One Health, une seule santé. Il s'agit d'une seule santé, puisque les antibiotiques que nous prenons, ce sont nos reins qui les éliminent. Nous urinons dans des toilettes, dans des égouts, et ces toilettes sont drainées par des égouts, et ces antibiotiques finiront par se retrouver dans les eaux usées. De la même façon que des traces d'antibiotiques se retrouvent dans les eaux usées, de la même façon nous pourrons retrouver des traces d'antibiotiques dans l'eau de nos robinetteries. Cela veut dire quoi? Que nous courons ainsi le risque de prendre des antibiotiques sans être malade, sans avoir une infection bactérienne. Et comme je vous le disais tantôt, quand vous n'avez pas besoin de quelque chose et qu'on vous le donne, vous développez des mécanismes de résistance. Au point où, s'il arrive que ces personnes aient des infections dues à des bactéries qui normalement devaient être sensibles à des antibiotiques, ces mêmes antibiotiques qu'on leur donnera ne sera plus efficace. Donc, ce que nous préconisons aujourd'hui, c'est l'approche One Health. Une seule santé.
Le problème est d'autant plus important aujourd'hui que l'Organisation ouest-africaine de la santé, basée à Bobo-Dioulasso, et qui aujourd'hui est en train de mettre en place son unité de contrôle des maladies infectieuses à Abuja, a pris la lutte contre la résistance des bactéries aux antibiotiques comme un projet majeur qui sera délivré dans les prochains mois en Afrique de l'Ouest. C'est vous dire toute l'importance de ce problème au point où les organismes en charge de la santé, en charge du développement, les Nations Unies au niveau mondial, régional et local en font une priorité aujourd'hui pour pouvoir administrer le concept One Health. Nous devons avoir le temps, nous spécialistes de la médecine humaine, la médecine animale et les spécialistes du monde végétal, de nous rassembler pour délivrer une politique commune pour pouvoir attaquer la résistance des bactéries aux antibiotiques. D'abord, sensibiliser le monde médical, le monde vétérinaire et le monde agricole par rapport à un usage responsable des antibiotiques. Qu'est-ce que je mets dans l'usage responsable des antibiotiques? Je prends le volet médecine humaine. C'est d'abord sensibiliser et faire une formation continue aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux agents de santé communautaire par rapport à l'utilisation des antibiotiques. La première règle, comme on le dit en médecine, primum non nocere, le premier c'est de ne pas nuire. Quand quelqu'un n'a pas besoin d'un antibiotique ou d'un médicament que vous lui donnez, c'est une façon de lui nuire. Donc si vous n'avez pas besoin, vous avez une grippe qui n'est pas surinfectée et qu'on vous donne un antibiotique, on vous est nuisible. Si vous venez me voir en consultation pour une grippe qui n'est pas surinfectée et que je vous donne un antibiotique, je vous ai nuit. C'est ça que dit Hippocrate. Le primum non nocere. Le premier, c'est de ne pas nuire. Donc, nous devons appeler aujourd'hui, sensibiliser tous les acteurs dans le système de santé à un usage raisonnable, raisonné et correct des antibiotiques. Raisonnable et raisonné. Pourquoi? Donner l'antibiotique qu'il faut pour le gène qu'il faut. Le donner à bonne dose. Le donner au rythme qu'il faut et le donner sur la durée de temps qu'il faut. S'il faut le donner 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle, il faut le donner 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle. Et s'il faut le donner pendant 7 jours, ne le donnez pas pour 3 jours. On le sait, il est très difficile, même pour moi-même, de prendre un médicament pendant plus de 4-5 jours. Donc, on doit sensibiliser tout le monde à un usage responsable des antibiotiques. Dans la médecine humaine. Dans la médecine animale, aujourd'hui, on sait que nos partenaires vétérinaires et les éleveurs sont prêts à tout pour sauver leurs volailles, pour sauver leurs cheptels, puisque c'est leur source de revenus. Donc, nos amis du monde animal n'hésitent pas une seule minute à donner les antibiotiques de dernière génération à leurs canards, à leurs poulets, juste pour les laisser mieux vivre afin de les vendre. D'autres le donnent même pour accélérer la croissance de cette volaille. Parce qu'il y a des antibiotiques accélérateurs de croissance. Donc, à l'endroit du monde animal, c'est aussi un usage raisonné, raisonnable des antibiotiques. À l'endroit du monde végétal, je dirais la même chose, puisqu'on sait aujourd'hui que les champignons peuvent attaquer les plantes et les détruire et mettre en difficulté l'économie de toute une nation. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre une bazooka sur une mouche. Donc il faut que tous ces acteurs du monde animal, du monde végétal et de la médecine humaine puissent se mettre ensemble et s'associer maintenant aux politiques. Puisque, au-delà de tout, il s'agit d'une décision politique. Il s'agit d'une décision politique. Il faut que la politique accompagne tout ceci. Que ces antibiotiques, le contrôle de qualité des antibiotiques soit fait lors des entrées sur les territoires. On connaît la problématique des faux médicaments aujourd'hui en Afrique de l'Ouest.
connaît bien cette problématique. Donc la lutte n'est pas qu'au niveau du monde médical, ni au niveau du monde vétérinaire, ni au niveau du monde agricole, mais c'est aussi au niveau du monde politique. La sensibilisation des politiques par rapport à l'enjeu crucial que représente la résistance des bactéries face aux antibiotiques. Je ne vais pas m'avancer sur des chiffres globaux. Ce que je puis déjà vous dire, c'est que si rien n'est fait, dans les jours et mois à venir, pour une simple infection urinaire que je pouvais traiter avec un antibiotique de 5 000 francs à peine, je cours le risque de le traiter à 300 000 francs pour une seule patient. Vous imaginez le gap? Si je passe de 5 000 francs pour un traitement pour une infection urinaire due à une entérobactérie du nom de Escherichia coli, si je dois passer de 5 000 francs pour un traitement correct pour cette infection urinaire, si je dois passer de 5 000 francs à 300 000 francs, ça fait combien de fois? Le démultiplicateur. 295 000 francs de plus. Ça fait 295 000 francs de plus. Et en termes de multiples, si je divise 300 000 francs par 5, ça fait, je dépense 60 fois plus pour le faire. Que ce que Donc, tu aurais dû dépenser. Imaginez ce phénomène à l'échelle africaine. Donc, vous dire que si rien n'est fait pour sensibiliser tous ces acteurs politiques, tant au niveau international qu'au niveau continental, local et national, nous risquons de connaître ce phénomène qui risque d'embraser le monde entier. Donc, la décision est au niveau politique, au niveau gouvernance. L'OMS récemment a lancé l'initiative au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de toute l'Afrique pour que chaque pays puisse se doter de ce qu'on appelle les normes et politiques en matière du bon usage des antibiotiques. Le Sénégal est en avance sur un bon nombre de pays en Afrique de l'Ouest, puisque le Sénégal, dans un passé récent, dispose de son guide d'antibiothérapie. Mais, comme ce phénomène de résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène dynamique, il urge aussi de pouvoir actualiser ce guide d'antibiothérapie. Les autres pays de la sous-région qui ne l'ont même pas, il devient urgentissime pour ces pays de pouvoir mettre en place un guide d'antibiothérapie. Et une chose est de mettre en place le guide d'antibiothérapie, mais une chose aussi est de faire un suivi, tant au niveau hospitalier, au niveau régional et national dans chacun des pays, afin qu'on puisse connaître les espèces de bactéries multirésistantes qui circulent dans un pays, au niveau régional, au niveau continental et au niveau mondial. Le problème se pose pas en ces termes nécessairement, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en Afrique, nous ne disposons pas encore des outils adéquats pour pouvoir diagnostiquer correctement cette résistance des bactéries aux antibiotiques. Je vais plus loin. En Europe, où même ils ont tout l'arsenal pour le faire, la chose reste un défi aujourd'hui pour eux. Au point où, dans des hôpitaux français, où j'ai eu une expérience, toute prescription d'antibiotiques faite dans un service, quel qu'il soit, est contrôlée par le service d'hygiène et de qualité et de sécurité environnement. Ce qui fait quoi? Que quand il y a une prescription d'antibiotiques par un médecin qui n'obéit pas aux règles prescrites par le guide d'antibiothérapie, ce surveillant de la prescription d'antibiotiques remonte l'information au praticien qui très tôt corrigera cette prescription mal faite. C'est-à-dire, il a pris peut-être une bazooka pour tuer une mouche. On lui dira non, écoute, réajuste ton traitement.
Et ce n'est que par de tels artifices qu'on peut réglementer correctement le mauvais usage des antibiotiques dans le système de santé. Le même système doit être appliqué au niveau du monde vétérinaire, au niveau du monde agricole. Et ça, pour le réussir, il faut des moyens qui ne relèvent pas d'un individu ni d'un ministère, mais d'un niveau national, qui requiert une bonne politique d'usage des antibiotiques, tant au niveau national que continental. Donc, est-ce que le problème est plus important en Afrique qu'en Occident? Je dirais oui, puisque le problème existe et en Afrique, nous n'avons même pas les moyens qu'il faut pour bien les identifier. Il n'y a pas plus malade que celui qui s'ignore malade. Et l'autre chose en Afrique, c'est que si un bon battage médiatique ne se fait pas par vous, les spécialistes de la presse, des médias, pour sensibiliser les gouvernants, les gens ne se rendront pas compte de ce danger que nous courons. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec Ebola en Afrique de l'Ouest. On avait été surpris par Ebola. Mais je vous dis qu'en Afrique de l'Ouest, nous présentions depuis bien longtemps toutes les conditions d'émergence pour une fièvre Ebola, une fièvre à virus Ebola. Et ce n'est qu'après la crise de 2014 que de nombreuses politiques ont été mises en place. Il ne faut pas que nous nous laissions avoir, comme ça a été le cas comme Ebola. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux, qu'on anticipe sur les enjeux à venir pour faire face à cet enjeu crucial que constitue la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc le problème est plus perceptible en Afrique qu'en Occident et il urge de trouver des politiques adéquates pour pouvoir y faire face. Je suis totalement conscient de ces alternatives par rapport aux antibiotiques qui font l'objet de beaucoup de publications scientifiques aujourd'hui, de revues systématiques. Mais ce que je peux vous dire, il appartient à chaque pays et à chaque région de pouvoir identifier ses priorités et de pouvoir y faire face. Les mêmes enjeux auxquels font face les pays occidentaux ne sont pas forcément les mêmes enjeux. Vous voyez avec moi ici, on n'est pas encore global pour tous les pays africains, où il faut encore, une fois aller aux soins, sortir de l'argent de sa poche pour pouvoir payer les soins. Vous voyez un patient qui a de la peine à dépenser 1000 francs pour acheter un antibiotique générique, vous le voyez dépenser des centaines de mille francs pour acheter un bactériophage. Donc, chaque pays, chaque continent et chaque région doit pouvoir identifier avec précision ces enjeux par rapport à la résistance des antibiotiques et pouvoir adapter ses politiques vis-à-vis des enjeux au niveau local, tout en restant en cohésion avec les enjeux au niveau mondial. C'est vrai que les alternatives existent aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt des bactériophages qui ont la propriété de consommer les bactéries. Au-delà des bactériophages, on a parlé même des probiotiques qui sont probiotiques, bons pour le vivant. C'est des germes qui colonisent naturellement certaines cavités de notre corps et qui empêchent les mauvaises bactéries de s'y installer. On a aussi la vaccination. Aujourd'hui, il a été prouvé que la vaccination contre le pneumocoque, qui est une bactérie très dangereuse pour les enfants de moins de 5 ans et pour toutes les personnes dont la défense corporelle sont basses, on a pu prouver que la vaccination contre le pneumocoque a réduit les dépenses liées à la résistance du pneumocoque aux antibiotiques. Donc, on a plusieurs alternatives. Je pense qu'au niveau africain, on doit essayer de choisir nos priorités. En termes de priorités en Afrique, il faut qu'on rende la vaccination la plus accessible possible et pour les populations défavorisées. Il faut qu'on essaie d'accroître la couverture vaccinale qui, pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, dépasse difficilement. Quand on prend tous les antigènes, c'est pas très élevé cette couverture vaccinale. Il faut travailler tous les jours pour élever cette couverture vaccinale
afin de pouvoir l'utiliser comme une stratégie de lutte contre la résistance des bactéries aux antibiotiques. Parce que si je suis vacciné et que la bactérie ne m'attaque pas, je ne serai pas obligé d'utiliser les antibiotiques. Donc la vaccination est un bon moyen de résister, c'est un bon moyen de diminuer les dépenses liées à la résistance aux antibiotiques. Bien sûr, à One Health, on est en train de penser à cette alternative. Je peux vous dire que la vaccination contre la grippe, aujourd'hui pour les personnes immunodéprimées et les personnes d'âge avancé, est fortement recommandée. Pourquoi? Parce que cette même espèce de grippe H1N1, la forme pandémique A, la grippe aviaire, a connu un passage interespèce. À l'origine, c'est un virus d'origine animale qui vient du monde volaille. Donc, les stratégies aujourd'hui dans le One Health sont en train de voir comment aller identifier d'autres variantes de ce virus qu'on a retrouvé chez l'espèce humaine. Parce que ce qui est connu dans la grippe, c'est que périodiquement, tous les 5 et 10 ans, le virus change de configuration. Il mute, se transforme. Ce qui fait qu'une vaccination faite aujourd'hui contre la grippe, au bout de 5 à 10 ans, n'est plus totalement, forcément efficace. Il faut la refaire. Et aujourd'hui, le concept One Health est en train, après avoir identifié ces différentes espèces retrouvées dans la race humaine, est en train de voir comment screener les matières fécales de la volaille et identifier, rechercher systématiquement dans ces fécès de volaille si on ne retrouve pas les mêmes espèces retrouvées chez l'homme dans le monde animal. Donc dans cette approche One Health, on est obligé de collaborer le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage pour pouvoir adresser le problème avec la meilleure des efficacités.